Présidente, on attend quelques secondes que tout le monde s'installe. Ça ne va pas tarder. Donc, je vous propose de commencer. Donc, chers collègues, vous m'entendez bien, monsieur? Je vous entends. Nous vous entendons. D'ailleurs, nous sommes plusieurs, mais je ferai les présentations après. D'accord. Donc, écoutez, pour mes collègues présents, je leur rappelle que nous vous accueillons, monsieur Jean-Luc Tillard, vice-président de la communauté urbaine d'Arras, en charge du développement des solidarités et prévention, et vous représentez l'association France Urbaine. Monsieur Tillard intervient donc à distance, c'est ce que l'on voit. Vous êtes accompagné de madame Sarah Boussader, conseillère parlementaire de France Urbaine, présente à nos côtés, et de Marion Tagnou, conseillère solidarité et cohésion sociale, qui sont donc, je ne sais pas si vous les... Oui, vous les voyez, donc ils sont présentes. Oui, pas de problème. Donc, je vous remercie de vous être rendu disponible aujourd'hui. Je voudrais tout d'abord excuser le président de cette mission, Gilbert-Luc Devinaz, qui est empêché et qui ne peut pas être présent. Donc, en tant qu'une des vice-présidentes, je le remplace aujourd'hui. Je rappelle également que cette réunion donnera lieu à un compte-rendu écrit qui sera annexé au rapport et que son enregistrement vidéo accessible en direct sur le site du Sénat pourra être consulté par la suite en VOD. Je précise par ailleurs à l'attention des représentants de France Urbaine que nos travaux ont commencé à la fin du mois d'avril et que le rapport de notre mission devrait être rendu public en septembre prochain. Aux auditions conduites au Sénat s'ajouteront prochainement des déplacements sur le terrain. Dès le début de cette mission d'information, nous avons souhaité inscrire nos réflexions sur l'accès aux services publics dans une dimension territoriale. Nous nous sommes donc adressés aux élus locaux que nous avons consultés sur le site du Sénat afin de connaître leur ressenti sur la situation des services publics dans leur territoire et grâce à leurs témoignages de recueillir des exemples de bonnes pratiques susceptibles d'inspirer notre analyse et nos recommandations. De fait, par-delà les constats parfois sans concession que nous ont adressés les élus, de nombreuses réponses qui nous ont été envoyées témoignent de l'énergie et de la créativité qui s'expriment dans nos territoires pour mieux accompagner nos concitoyens et améliorer leur accès aux services publics, plus particulièrement aux services publics gérés par les collectivités territoriales. Nous avons d'ailleurs pris connaissance des commentaires de la communauté urbaine d'Arras lors de notre consultation en ligne, qui nous a fait connaître à cette occasion l'expérimentation Territoire zéro non-recours, conduite sur le territoire de la communauté et a témoigné en outre de l'importance des conseillers numériques. L'audition de France Urbaine s'inscrit donc dans cette volonté de la mission d'information d'être à l'écoute des territoires. Dans cette logique, le 17 juin, nous recevrons au département de France. Sans tarder, je vais passer la parole à ma collègue rapporteure Nadège Havet. Puis ensuite, monsieur Tillard, nous vous laisserons 20 minutes pour le temps de présentation et d'échange. Merci. Puis d'échange. Merci, Madame la Vice-présidente. Bonjour, je suis ravie que vous ayez pu effectivement vous rendre disponible pour cette audition. Et donc, on poursuit un certain nombre d'auditions actuellement. On part du constat que les collectivités territoriales sont au cœur de notre sujet, non seulement parce qu'elles sont un terrain d'observation incontournable de l'évolution des services publics de proximité et des attentes surtout des usagers, mais aussi parce qu'en tant que pourvoyeuses de services publics importants pour le quotidien de nos concitoyens, elles sont en mesure de mettre en place des bonnes pratiques dont notre rapport devra se nourrir. L'audition de France Urbaine, qui représente les métropoles, agglomérations et grandes villes, va compléter utilement les témoignages reçus via notre plateforme en ligne, dont les auteurs sont dans une large majorité issus de communes rurales. Il y a eu plus de
pratiquement 1200 témoignages, si je ne me trompe pas. Monsieur le Président, nous nous intéressons aux améliorations spécifiques apportées aux services publics locaux par les communes et intercommunalités en termes d'accès des usagers à ces services. À partir de l'exemple de la communauté urbaine d'Arras, quelle évolution permettrait, selon vous, de simplifier la gestion des services publics par les communes et intercommunalités et de faciliter l'accès des usagers à ces services? Et quelles bonnes pratiques constatées localement souhaitez-vous partager avec la mission? Je vous remercie et je vous laisse la parole pour les propos liminaires, les présentations et puis ensuite le jeu de questions-réponses. Bien. Bon, ben, écoutez, d'abord, effectivement, je vais m'exprimer à la fois, évidemment, avec ma casquette de vice-président aux solidarités, prévention et cohésion sociale au sein de la communauté urbaine d'Arras, mais également, comme vous l'avez précisé, au titre de France Urbaine. Donc, j'aurai un propos partagé en deux parties, entre guillemets, c'est-à-dire une partie où je vais plutôt porter la parole et le porte-parole de France Urbaine, et donc en deuxième partie, donc je vais aborder ce que nous avons engagé sur ces domaines de solidarité et de cohésion sociale au niveau de la communauté urbaine d'Arras. Alors sachez qu'autour de moi, j'ai donc le directeur général adjoint du pôle habitat et solidarité, M. Sukolski, de la communauté urbaine, M. Hubert Bonneville, qui est directeur de la cohésion sociale, promotion économie santé, renouvellement urbain au sein du pôle habitat et solidarité, Madame Coralie Bonaventure-Maton, qui est chargée de mission cohésion sociale au sein du service cohésion sociale, et Monsieur Alexandre Pierron, qui est chargé de projet territoire zéro non-recours au sein du service de cohésion sociale. Donc voilà pour cette partie donc plus formelle, entre guillemets, de présentation et de toute l'équipe, entre guillemets, qui autour de moi assure des missions fortes et qui d'ailleurs sont importantes, notamment qui rentrent dans toute cette problématique que nous avons de construire notre projet de territoire. Alors, en ce qui concerne plutôt la partie France urbaine, en fait, ce qu'on peut préciser, c'est que la diversité de ses adhérents des grandes villes, agglomérations, communautés urbaines et métropoles, France urbaine, finalement, elle porte un regard sur une diversité de compétences et de politiques publiques déployées par les membres de l'association. D'où la légitimité, si vous voulez, de cette intervention aujourd'hui. Et ce qui est important, c'est que je vais donc structurer, si vous voulez, mes propos. Hein, donc, on m'a dit qu'il y avait 20 minutes, je vais les respecter, ne vous inquiétez pas. Il y a d'abord, je pense, au niveau de la conception France urbaine, c'est l'idée d'une approche globale du service public. On adopte finalement une approche et une vision transversale du service public qui intègre l'ensemble des politiques publiques, de l'action sociale à l'éducation, en passant par la santé, le logement ou encore la mobilité. Et cette approche globale, elle est finalement très importante parce qu'elle est pertinente. Et elle est pertinente notamment pour les citoyens. Les citoyens ils perçoivent et vivent les services publics au quotidien. Et les récentes enquêtes de l'IFOP illustrent une montée en puissance des préoccupations liées à l'accès à certains services fondamentaux. Et ces services, qu'ils soient intégralement publics ou par délégation ou partiellement socialisés, comme le logement social, les transports, sont au cœur des attentes des populations. Et à ce titre, la mobilité d'ailleurs, souvent un petit peu sous-estimée, constitue aussi un droit d'accès essentiel et conditionne la possibilité même de bénéficier d'autres droits, santé, emploi, éducation, et doit donc être intégré aussi au processus d'accès aux services publics. Donc vous voyez un peu, c'est vraiment une approche globale et au bénéfice du citoyen. Alors, l'accès aux services publics,
ne peut pas être, nous on pense, ne peut pas être pensé de manière statique, uniforme ou cloisonnée. Il doit s'adapter aux mutations sociales et au parcours de vie des personnes, en particulier lors des phases de transition ou de rupture, les décès d'un proche aidant, les pertes d'autonomie, des ruptures professionnelles, des séparations, la naissance d'un enfant, problèmes de santé mentale, etc. Ces moments de fragilité relèvent des besoins accrus d'accompagnement et une anticipation des services publics, ce qu'on appelle aussi proactivité des services publics, c'est nécessaire. Il s'agit donc de concevoir des réponses intégrées et institutionnelles qui reconnaissent la diversité des situations individuelles et facilitent une prise en charge adaptée, humaine et coordonnée. Alors, quelles sont les tendances qu'on a constatées ces dernières années? Alors, France Urbaine a noté certaines évolutions notables en matière d'accès aux droits. Alors, il y a d'abord des évolutions positives. Finalement, la multiplication d'expérimentations qui visent à mieux coordonner les interventions et à rapprocher les services des publics, ces approches innovantes comme le aller vers, les actions de repérage, et donc, ou encore les équipes pluridisciplinaires de rue, permettent de toucher des personnes traditionnellement éloignées des institutions. L'idée d'une solidarité à la source, où les démarches administratives sont automatisées et doivent pouvoir simplifier pour éviter le non-recours, doivent être simplifiées pour éviter le non-recours. C'est un gage de légitimité et amène à faire en sorte que l'action publique soit vue autrement et que ça permet effectivement un accès aux droits plus facile et également aux prestations. Et donc, les politiques de prévention montent en puissance, notamment dans le champ de la santé, de l'autonomie et de l'insertion. Elles traduisent une volonté de traiter les problèmes en amont plutôt que de gérer uniquement leurs conséquences, ce qui redonne d'ailleurs du sens à l'action publique. Donc voilà un peu les 3 points qui méritent attention et qui finalement donc sont des avancées positives. Toutefois, on constate également des dégradations en matière d'accès aux services publics. D'abord, un premier point, mais ça c'est un constat. Les structures accueillent des publics dont les profils sont de plus en plus complexes, notamment avec la montée des troubles psychiques, de la précarité alimentaire, du mal logement. Les tensions sociales s'accroissent avec une augmentation des situations conflictuelles et d'urgence. Par ailleurs, les difficultés de recrutement, vous n'ignorez pas, de recrutement dans les collectivités et chez les partenaires institutionnels, que ce soit aussi des associations ou des professionnels de santé, fragilisent l'organisation de la réponse publique. Ces difficultés sont en lien avec un manque d'attractivité des métiers du social qui subissent par ailleurs les conséquences parfois de restrictions budgétaires nationales et ou locales. Un transfert de charges vers les acteurs généralistes de première ligne. Là, on le constate, vers les CCAS, les mairies, qui se retrouvent en situation de devoir suppléer au manque de lisibilité d'autres acteurs ou même de présence. Par exemple, la Poste, les MDPH, les préfectures, les caisses de retraite ou les CAF, par exemple. Donc, c'est vraiment un constat que l'on fait. Et donc, quelles sont les causes perçues de ces dégradations? Alors, la dématérialisation des services publics, mise en œuvre de manière parfois insuffisamment préparée, cloisonnée et peu coordonnée, qui tente à exclure les publics les plus vulnérables. La diffusion de discours parfois stigmatisants dans le débat public peut également nuire à la confiance des citoyens dans les institutions et compliquer l'accès aux droits. La raréfaction de l'offre de soins, notamment dans certaines spécialités ou territoires, et l'isolement croissant d'une population vieillissante rendent l'accès aux services plus inégalitaire, particulièrement pour ceux qui dépendent des solidarités familiales ou de voisinage. Et le manque de linéarité et continuité des politiques publiques. Par exemple, des appels à projets successifs, parfois peu coordonnés.
nuisent à la structuration pérenne des réseaux d'acteurs et à la continuité des actions sur le terrain. Donc voilà, si vous voulez, un peu des constats. Bon, il y a du positif, mais il y a également du négatif. Alors, les collectivités intercommunalités, elles ont, à mon sens, 4 fonctions structurantes. Il y a une fonction de coordination locale. Les collectivités jouent un rôle essentiel de chef de file local pour coordonner les différents acteurs autour des publics ciblés par les politiques publiques. Bon, on prend l'exemple de la coordination des actions de personnes âgées. On a des exemples au Havre, à Rennes. L'animation des réseaux France Service à l'échelle locale ou communautaire. Chez nous, par exemple, à la communauté urbaine d'Arras ou sur Mulhouse. On a également le portage, par exemple, du contrat d'engagement jeune pour les jeunes en rupture. Notamment, on l'a vu, Grenoble-Alpes Métropole. Il y a également des fonctions de repérage des manques de services publics et d'impulsion des actions de proximité. Il y a des villes qui assument des compétences déléguées, comme la médecine scolaire, et dans les 11 villes ayant pris cette responsabilité, le taux de bilan de santé atteigne 100% contre 20% au niveau national. Certaines collectivités financent ou pilotent directement des centres de santé en régie, renforçant l'offre de soins de proximité. Des partenariats sont noués avec des bailleurs sociaux pour favoriser l'accès aux droits dans les quartiers, Paris Habitat par exemple, et le déploiement de services mobiles pour aller vers les publics, les équipes jeunes à Rennes, les préventions spécialisées à Dijon, l'équipe mobile gériatrique cofinancée par Nantes. Donc, vous voyez bien que la fonction de repérage, elle est importante parce qu'elle est sur le terrain, elle peut être coordonnée soit par commune, soit également au niveau des agglomérations. Et une fonction de laboratoire de l'action publique via l'expérimentation et l'innovation. La participation à des initiatives comme Territoire, on va en parler après, zéro non-recours, des réponses à des appels à projets de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sur la prévention et la perte d'autonomie. Ces démarches permettent de tester des solutions concrètes et adaptables aux réalités locales et peuvent permettre de penser l'action publique de demain. Donc, vous voyez que finalement, on travaille également pour les générations futures. Et les collectivités peuvent aussi agir afin d'orienter les politiques publiques en direction de certains publics cibles. On peut citer, par exemple, l'amélioration de l'accessibilité des services à travers une tarification solidaire. Hein, les transports à tarif réduit ou la gratuité ciblée pour les publics en précarité, des tarifs différenciés pour les cantines scolaires selon les revenus. Donc, tous ces dispositifs permettent d'assurer une plus grande équité dans l'accès aux services et à des services essentiels pour la vie du citoyen et le bien-être donc des personnes. Alors, j'en viens maintenant à une partie plus ciblée sur le territoire de notre communauté urbaine et je vais aborder d'abord le résultat du baromètre, ce qu'on appelle le baromètre du non-recours, que d'ailleurs nous avons donc fait parvenir à la mission d'information du Sénat le 12 mai 2025. Donc c'est un document donc, que vous avez et que vous pouvez et donc, mettre comme élément à cette complémentaire à cette rencontre. Alors, le territoire, quand on regarde, si vous voulez, le baromètre, notre territoire dispose d'une grande diversité de services publics, dont les modalités d'accueil varient selon les institutions. Mais on constate quand même que les habitants identifient facilement les services de proximité, tels que les mairies, les CCAS et les centres sociaux, ainsi que les organismes de sécurité sociale et de l'emploi. L'accès aux services publics est donc l'un des thèmes abordés dans le baromètre du non-recours aux droits sociaux, mis en place sur le territoire. Alors, lancé en 2024, ce baromètre a permis de recueillir 2600 réponses. Et le nombre de répondants et leurs caractéristiques permettent de fournir des résultats fiables et représentatifs du territoire. En effet,
Si je prends quelques statistiques, 39% des répondants sont issus de la ville d'Arras, alors que la population de la ville d'Arras représente 39% des habitants du territoire communautaire. 34% des répondants habitent au sein du territoire périurbain. Ils sont 39% en termes de population à l'échelle donc communautaire de notre territoire, des 46 communes. 4% des répondants sont des habitants des très petites communes, soit le même poids que l'ensemble des habitants qui résident au sein des très petites communes. Donc, on peut dire, si vous voulez, que là, nous avons vraiment nous avons même été surpris en bien par, on visait 800 réponses à ce questionnaire, on en a eu, donc, vous voyez, 2600. Et 2600 qui ont été recueillis aussi avec le partenariat des institutions comme les CAF, comme les CEPAM et également la Poste. Donc vous voyez quelque part où tout le monde s'est engagé, si vous voulez, dans ce projet territoire zéro non-recours. Et ça, c'est un élément pour moi de satisfaction. Alors, les résultats révèlent que 23% des répondants s'adressent aux organes de sécurité sociale et à France Travail pour accéder à leurs droits ou obtenir des informations sur les prestations sociales. Par ailleurs, 21% privilégient les services de proximité des collectivités, c'est-à-dire mairies, les CCAS, les centres sociaux et services sociaux départementaux, tandis que seuls 4% sollicitent le réseau des maisons France Service. Les usagers utilisent divers moyens pour accéder aux services publics, mais Internet reste le principal canal. 75% s'y informent et 57% contactent les administrations en ligne. Cette autonomie des usagers concernant l'usage d'Internet est à mettre en perspective avec des politiques de lutte contre l'électronisme que nous avons engagées au niveau de notre communauté urbaine. Et nous avons mis en place, au sein de la communauté urbaine, on s'est doté de 3 conseillers numériques qui réalisent différentes formes d'ateliers, des ateliers thématiques, des ateliers libres et des entretiens spécifiques, afin donc d'aider les usagers à accéder aux outils numériques et aux démarches en ligne, et surtout de savoir les maîtriser. Globalement, on peut dire que les démarches en ligne sont bien maîtrisées, mais attention, 38% des personnes interrogées déclarent rencontrer des difficultés administratives. Les personnes les plus vulnérables sont particulièrement freinées par la complexité des démarches et la dématérialisation croissante. Et 13% des répondants, ce qui n'est pas négligeable, déclarent ne pas savoir où s'informer, et ce sont souvent des personnes peu diplômées, de nationalité étrangère, qui, également de nationalité étrangère, c'est pas la majorité, qui ne disposent pas de soutien pour les aider à mobiliser leurs droits. Et parmi les répondants, 12% estiment que la fermeture d'accueil physique a eu un impact négatif sur leurs droits et prestations. Et cette situation s'explique principalement par une réorganisation des modes d'accueil au profit du numérique. C'est-à-dire qu'on développe le numérique, on développe donc l'Internet, etc., mais on se désengage de l'accueil physique, et ça, il y a vraiment, dans l'avenir, à bien regarder ces questions, parce qu'on va comment dirais-je, désolidariser, j'utilise ce mot, on va désolidariser le citoyen. Il ne sera plus en contact avec une réalité, c'est-à-dire quelqu'un physique qui peut lui répondre physiquement sur des questions qu'il a à poser. Donc ça, c'est un élément qui me paraît important. Et le baromètre met également en lumière des difficultés spécifiques selon les profils. En zone rurale, les personnes âgées sont souvent confrontées à l'électronisme et expriment un besoin d'accompagnement dans les quartiers Et dans les quartiers prioritaires de la ville, donc les obstacles sont liés à un manque d'équipement technique, pratique, ordinateur, scanner, imprimante, pour accéder aux services publics numériques. En conséquence,
on peut dire que 16% globalement des répondants se retrouvent en situation de non-recours aux droits sociaux en raison de ces difficultés d'accès aux services publics, qui sont, que j'ai globalisé si vous voulez, mais c'est un élément à prendre en compte. Alors, la dématérialisation, finalement, n'a pas sur ce point permis d'améliorer l'accessibilité des services publics pour l'ensemble des usagers. Elle vient compléter des canaux d'accessibilité physique, téléphonique, et permet aux publics les plus autonomes de mobiliser leurs droits. Toutefois, elle n'apporte pas de réponse concrète aux publics en situation de non-recours, qui souvent sont les plus précaires. Et pour aller à la rencontre des plus éloignés des services publics, une approche différente me paraît nécessaire. Elle doit combiner la mise en place, bien sûr, ce qu'on dit de façon générale d'aller vers, mais le passage à une administration d'anticipation qui permet l'automatisation des droits. La formation interinstitutionnelle des professionnels pour bâtir une culture commune à l'échelle d'un territoire. Et donc, j'en veux pour preuve, et là, je le verserai, si vous voulez, pour ne pas allonger, mais j'en veux pour preuve un séminaire que nous avons organisé en décembre dernier sur le non-recours, où nous avons donc réuni des professionnels sur à peu près une dizaine de cas d'école où il y avait des problèmes à résoudre pour des personnes en difficulté. Et on s'est aperçu finalement, on avait plusieurs ateliers, la CAF, même il y avait la Croix-Rouge, il y avait toute une série de professionnels, et on s'est aperçu au final que même les professionnels eux-mêmes ne se connaissaient pas et n'avaient même pas conscience des services qui pouvaient être rendus par un autre pour régler un problème qui était posé pour une personne. Donc vous voyez que ça, je verserai donc ça à mes propos. Et donc ça, c'est un élément important. C'est-à-dire que nous, ce qu'on va faire en sorte de faire en sorte que les professionnels qui donc sont auprès de tous les publics puissent se parler et se comprendre. Et cette formation, c'est bâtir une culture commune à l'échelle du territoire. Le décloisonnement des institutions pour favoriser la transversalité et notamment pour les publics donc en situation de non-recours, et améliorer l'accès à l'information des usagers en matière d'accès aux droits. Donc, une partie de ces actions est en cours de déclinaison dans le cadre de cette équimentation, territoire zéro non-recours, que nous pilotons. Et certaines d'entre elles, je vais jusqu'au bout, peuvent bousculer le mode de faire des institutions tel que notamment le partage des données. Habituées à travailler en silo et engagées auprès de l'EPCI, elles ont parfois des difficultés à envisager l'usager dans sa globalité, mais plutôt en fonction d'une politique publique. Et ces politiques publiques peuvent parfois avoir des effets limités à cause d'un fonctionnement non linéaire, souvent liés aux commandes de l'État ou aux contraintes budgétaires. Et une assistante, donc j'en veux pour preuve, on a lancé une assistante à maîtrise d'ouvrage avec un consultant extérieur afin de trouver les solutions physiques et digitales destinées à améliorer le parcours de l'usager. Et dans ce cadre, il est à noter une difficulté en matière de gestion de la donnée et de son partage par l'ensemble des partenaires institutionnels, notamment les caisses de sécurité sociale, que ce soit la CPAM ou la MSA, mais également des difficultés au niveau des CAF et également donc au niveau de la CARSAT. Ils y voient un risque pour les données personnelles. Et donc, il y a même peut-être quelque chose à faire, même au niveau national, dans ce problème de partage des données. Et la démarche se veut également plus globale. On souhaite fournir à l'ensemble des opérateurs de l'action sociale un outil commun de partage d'informations et de données de base qui permettrait aux usagers d'être informés sur les droits mobilisables. Et pour ce faire, on intègre une méthodologie qui tente à combiner, et ce n'est pas facile, je vous le dis, je viens
Donc, dernièrement, j'ai fait une réunion avec les institutions concernées. C'est pas simple. Donc, c'est la réalisation d'une cartographie des systèmes d'information et des données, l'étude de l'interopérabilité des outils existants entre organismes, l'analyse des freins techniques et juridiques à la mutualisation des données et la construction d'un socle commun pour l'outil numérique cible. Alors, je vous dis, c'est un gros chantier. On a encore, au moins, je tourne vers mes collaborateurs, au moins 2 ateliers sur ce sujet avant la fin de l'année. Et bon, on a réussi à convaincre effectivement les principales institutions concernées et donc de s'engager dans le processus, mais c'est pas simple. Et c'est même peut-être, probablement, d'ailleurs, il y a même les organismes comme que ce soit le CEPAM ou MSA ou même CAF vont, dans certains cas, devoir remonter à l'échelon national pour pouvoir répondre, si vous voulez, à notre sollicitation. Alors, je vais également, avant, donc j'arrive, vous inquiétez pas, donc j'arrive à la fin, bientôt à la fin de mes propos. Ne vous inquiétez pas, on ne s'inquiète pas non plus, on est attentionné à vos propos. Bon. Alors, oui. Donc, quand je parle, après, parfois il faut. Alors, et donc, il y a aussi focus, on va vers un petit focus sur la structuration des France Services à l'échelle communautaire. Et dans le cadre du déploiement des maisons en France Service, la communauté urbaine d'Arras, qui est soucieuse de garantir un accès équitable aux services publics, a accompagné les structures labellisées sur son territoire. Donc, on a une structure labellisée sur le territoire et 4 structures communales situées dans la zone urbaine. Et on a fait en sorte qu'elles assurent une couverture du territoire. C'est-à-dire que l'objectif est de permettre à chaque usager d'accéder à un point d'accueil France Service à moins de 30 minutes de son domicile. Et donc, ça veut dire que si une France Service est donc dans une commune d'Arras ou dans la commune ici périphérique, elle a une antenne donc, en zone plutôt rurale, et cette antenne permet d'assurer donc les mêmes services France Service auprès des usagers. Et donc, pour soutenir également l'aménagement des espaces d'accueil, un fonds de soutien de concours communautaire a été mis en place. Et par ailleurs, notre PCI prend en charge une permanence itinérante à raison d'une demi-journée en alternance sur 2 lieux situés à l'ouest du territoire. Et ces structures connaissent une augmentation des sollicitations avec un taux de satisfaction élevé. Toutefois, un effort de communication reste nécessaire pour mieux faire connaître ces points d'accueil auprès du grand public. En effet, et je le répète, selon les résultats du baromètre de non-recours mené en fin 2024, seuls 4% des répondants déclarent avoir recours à une maison France Service pour leur démarche administrative. L'analyse des pratiques des habitants en matière d'accès aux droits révèle que le réseau Maison France Service est une composante de l'offre de service. Toutefois, le réseau ne constitue pas une offre complète et inconditionnelle pour répondre à l'ensemble des problématiques des usagers en matière d'accès aux droits. Et une bonne articulation avec les opérateurs du territoire dans le domaine du social permet une réponse personnalisée aux besoins des habitants. Et il faut, là j'ajoute, ça c'est un commentaire plus personnel, mais j'y crois profondément, il faut veiller à la tentation d'utiliser le réseau France Service, je pèse mes mots, comme exutoire à des obligations de conseil et d'aide sociale, donc qui relèvent des institutions dont c'est le rôle, et donc des partenaires, et tous les partenaires à l'action publique. Donc ça, moi, ça me paraît essentiel. Attention, ne déportons pas un certain nombre de réponses que nous devons apporter à des publics sur des questions difficiles sur ces réseaux France Service. C'est du conseil, c'est simplement de l'information, mais attention, ça ne peut pas se substituer donc à cette dimension de proximité des communes, de proximité des institutions, des partenaires, que ce soit le département
ou donc d'autres institutions dont c'est le rôle, hein, comme les CAF ou comme les CEPAM ou les MSA. Donc ça me paraît un élément essentiel. Et donc, on assure, la communauté urbaine d'Arras va assurer la coordination de ces structures sur l'ensemble du territoire, notamment à travers des actions de communication communes, comme des journées portes ouvertes et des temps d'échange sur les problématiques rencontrées, dans une logique de aller vers. Et un projet intéressant est actuellement à l'étude entre la Maison France Service et la Maison de l'Emploi et des Métiers, vous voyez, afin de faciliter l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Cette initiative s'inscrit dans une volonté de renforcer les partenariats locaux. Par ailleurs, même si le PCI ne dispose pas de la compétence action sociale, elle se mobilise pour coordonner, en plus de l'expérimentation des LNR et de l'animation du réseau Maison France Service, certaines politiques publiques afin d'améliorer la qualité de service à destination des usagers. La convention territoriale globale signée avec la Caisse d'allocation familiale, par exemple, pour agir en faveur de la jeunesse, de l'enfance et de la famille. Le contrat local de santé et le conseil local de santé mentale pour garantir les actions en matière de prévention de la santé pour les habitants, déstigmatiser la santé mentale et coordonner le réseau d'acteurs. Le contrat territorial d'accueil et d'intégration pour coordonner les actions des personnes en situation régulière et bénéficiaires du statut de réfugié ou de protection internationale. Le logement d'abord pour l'accompagnement des publics fragilités à l'accès au logement et aux dispositifs d'aide. Le point d'accès au droit pour permettre aux habitants d'être accompagnés en matière d'accès aux droits juridiques et prévenir les violences intrafamiliales. Point d'accès au droit que nous modernisons très fortement. La médiation sociale, nous avons des médiateurs pour garantir une veille et à l'apaisement social afin de favoriser le bien vivre ensemble. Ce rôle d'assembleur et de coordinateur volontairement assuré, je dis bien volontairement assuré par le PCI, permet de disposer d'une offre de services structurée, plus lisible pour les opérateurs sur le territoire et facilitante pour les usagers, quels que soient leurs besoins. L'objectif est de permettre à chacun des habitants du territoire de disposer d'une offre de services adaptée et aisément identifiable. Parce que c'est ce qu'on a noté, notamment dans le baromètre du non-recours, c'est que parfois, les publics n'arrivaient pas à identifier qui pouvait répondre à leurs préoccupations. Alors, les perspectives pour la communauté urbaine... Je vais me permettre de vous demander encore 2-3 minutes d'intervention. 2-3 minutes, c'est bon. D'accord. Donc, bon. Top, c'est parti. Si vous me laissez 2-3 minutes... Ça y est, c'est lancé, bon. Vous perdez quelques secondes. Oui, voilà. Alors, et donc, les perspectives pour la communauté. Donc, l'ensemble des politiques volontaristes pilotées par les PCI amènent notre communauté urbaine à s'interroger sur la prise de compétences action sociale à l'échelle communautaire. Alors, on a plusieurs thématiques qu'on veut donc aborder sur ce sujet. 1, la lutte contre la grande précarité et insertion des publics les plus vulnérables. Je ne vais pas le détailler. La promotion de la santé et le développement de l'économie de la santé. Le renforcement de la cohésion sociale et notamment pour donc les jeunes. On a fait une grande journée jeune donc il y a maintenant 3 semaines. Et donc, par ailleurs, c'est l'accompagnement également du bien vieillir. Et donc, en cohérence d'ailleurs avec une feuille de route que nous avons établie sur ce sujet. Donc, vous voyez que, quelque part, donc, toute cette action que nous menons, nous préfigurons le schéma d'accès aux services publics de notre projet de territoire du Grand Arras 2040. Bon, vous voyez, il y a du grain à moudre, il y a du travail à faire, et merci de m'avoir écouté. Nous vous remercions pour cette intervention, je pense, assez exhaustive. Par rapport à la première interrogation, par rapport à tout ce qui est mis en place aujourd'hui par la communauté, tout ça s'est mis en place depuis combien d'années? Donc, c'est pas, si vous voulez, on a déjà toute cette mandature, si vous voulez, on a vraiment commencé à structurer, même avant la présente mandature, mais ça s'est surtout structuré
cette mandature. C'est-à-dire que, en fait, déjà, nous avons la volonté, en fait, l'objectif, vous voyez bien, c'est de dire, nous n'avons pas la compétence sociale, hein, donc action sociale, nous n'avons pas non plus la compétence jeunesse, mais nous faisons en sorte de faire de monter et de coordonner des politiques qui vont dans ce sens, si vous voulez. Et donc c'est vraiment au titre de cette mandature et dans la prochaine mandature, nous espérons bien, mais sachez que votre serviteur compte tenu du bien vieillir, etc., dit on passe la main à d'autres, si vous voulez, mais dans la prochaine mandature, on espère bien que cette focalisation sur les domaines d'action sociale avec des thématiques bien identifiées où notre communauté urbaine est en mesure d'apporter un plus, va être sanctuarisée dans des prises de compétences. Donc voilà un peu en résumé ce que je peux dire sur ce sujet. Merci beaucoup. 2 ou 3 questions plus concrètes et plus techniques. Vous avez parlé de vos conseillers numériques qui animent des ateliers. Hormis les ateliers, font-ils des choses peut-être plus en face à face? Se déplacent-ils chez les habitants pour pouvoir répondre à telle ou telle problématique ou reçoivent-ils sur rendez-vous? Et la dernière question concernant les conseillers numériques, est-ce qu'ils sont déployés sur la totalité du territoire? Et après, j'ai la question sur la journée des jeunes et autres. Je vous laisse déjà répondre à ça. Bien. Sur les conseillers numériques, en fait, ils sont déployés effectivement sur la totalité du territoire, ça, il n'y a aucun problème. Par contre, les conseillers numériques sont là plutôt pour du conseil et de l'aide, mais de l'aide à... Ce sont des ateliers où on s'inscrit volontairement, si vous voulez. Hein. Ils ne sont pas déployés dans le cadre par exemple, sur des sujets ou des dossiers personnalisés. On est vraiment là dans l'aide à l'accès au numérique. Hein, il y a des ateliers moi, dans ma commune à Beaumais-les-Loges, je suis maire de Beaumais-les-Loges, on a donc un conseiller numérique qui vient et les personnes s'inscrivent de façon libre. C'est plutôt en fait le basique, entre guillemets, pour utiliser un mot qui n'est pas très joli, hein, c'est vraiment le basique, si vous voulez. Et donc permettre d'être à l'aise avec les outils informatiques. Je vous remercie. Tout à l'heure, vous avez parlé... Je vais me permettre de compléter, excusez-moi, Jérémy Sulkowski, je vais me permettre de compléter les propos de M. Thiard sur les conseillers numériques. Donc, en fait, on a une organisation à l'échelle du territoire où on a un certain nombre de conseillers numériques qui sont encadrés par certains centres sociaux qui sont soit communaux ou associatifs sur le territoire. Et donc, dans ce cadre-là, ils interviennent surtout sur des ateliers collectifs en direction des publics dans le cadre des projets sociaux qui sont portés par les centres sociaux, et donc notamment sur la partie urbaine du territoire. Et puis sur la partie rurale, on a plus une organisation des conseillers numériques qui sont employés directement par la communauté urbaine et qui, eux, interviennent dans les communes. Donc on a 2 modes d'organisation et de déploiement différents qui tiennent compte de la structuration urbaine et du fait qu'il était pertinent que les conseillers numériques soient dans les centres sociaux parce qu'il y a toute une offre qui est mise à disposition dans les centres sociaux. Et du coup, on peut faire du lien aussi entre le numérique et la santé, entre le numérique et la famille. Et puis, une organisation pour les communes plus rurales où c'est la communauté urbaine qui déploie en direct les conseillers numériques. Je vous remercie. En fait, je vous posais la question plus précisément parce que j'ai l'exemple d'un... Alors, c'était dans le cadre d'un service civique et non pas un conseiller numérique. Ça a été porté par une communauté de communes et la personne soit recevait de manière individuelle dans la structure sur des problématiques particulières
ou aller même parfois chez l'habitant, chez l'administré, pour pouvoir résoudre un certain nombre de choses. Et parfois, population vieillissante, les besoins sont différents, mais ça pouvait aussi être tout simplement alimenter la box avec le nouveau téléphone portable ou bien le nouveau PC portable ou la nouvelle télé, ce type de choses. D'où ma demande de précision. On n'est pas dans ce schéma-là, on est plutôt sur des animations ou des ateliers collectifs. Alors, l'objectif, c'est de former les gens à l'acquisition des outils numériques. Par contre, on l'a pas, M. Thiard l'a peut-être pas expliqué, mais on a aussi quand même des services civiques qui interviennent sur des visites de ce qu'on appelle de convivialité en direction des personnes âgées. Et là, ce matin, on avait même un temps de restitution et d'échange. Parfois, effectivement, ces services civiques-là peuvent aider les personnes âgées qu'elles accompagnent dans le cadre de moments de convivialité sur des démarches administratives et du numérique et d'accès aux soins, par exemple. Merci. J'ai une dernière question et ensuite je passerai la parole à ma collègue. Vous avez parlé de la journée des jeunes. L'un des axes de la mission, c'est également de pouvoir donner des trucs et astuces, on va dire, aux jeunes qui commencent leur autonomie. Comment on fait une demande de carte d'identité, comment on reçoit une carte vitale, mais à quoi ça sert, comment est-ce qu'on va remplir un certain nombre de dossiers administratifs, l'aide au logement et autres, j'en passe et des meilleurs. Quand vous parlez de la journée des jeunes, elle s'adressait à quel type de population et qu'est-ce que vous y mettez derrière cette journée? Là, je vais après laisser la parole à Coralie pour peut-être préciser exactement comment ça s'est passé cette journée. Mais si vous voulez, notre objectif, c'est dans le cadre du projet de territoire. Dans le cadre du projet de territoire, on a dit on va donner la parole aux jeunes. Et donc les jeunes eux-mêmes, alors les jeunes que nous avons rassemblés à cette journée, globalement d'ailleurs on a été dépassé au niveau du nombre puisque on avait 750 personnes, dont pratiquement 500 jeunes. Hein, et alors, c'était des collégiens, des lycéens, des jeunes aussi, des missions locales, etc. Donc, vraiment, un panel assez complet de jeunes en devenir, si vous voulez. Alors, cette journée, on était vraiment dans le fait de connaître l'expression des jeunes dans le cadre de ce projet de territoire, et ils ont même eu un atelier où ils pouvaient s'exprimer sur les 3 scénarios que l'on a identifiés pour le futur de notre territoire 2030-2040. Et donc, si vous voulez, on a à peu près, on a eu presque une 50aine d'ateliers où des jeunes ont pu s'exprimer, échanger sur des thématiques qui vont de la citoyenneté, du droit, de la santé, etc., et également de notre projet de territoire. Donc, Coralie Bonaventure, qui m'accompagne et qui a été avec d'autres, bien entendu, la cheville ouvrière de cette journée jeune, peut préciser d'ailleurs un peu le résultat de cette journée, mais surtout un peu la consistance de tous ces ateliers. Oui, bonjour, merci pour votre question et pour répondre à votre demande. Comme le précise M. Thiard, cette journée était principalement autour de la question de la participation citoyenne. Donc, on a eu une 50aine d'acteurs présents sur place, ce qui nous a permis en fait de proposer aux jeunes des temps d'échange sur différentes thématiques. Et donc, nous aurons un livrable de cette journée qui reprendra l'ensemble en fait des sujets, des préoccupations et des propositions qu'ont pu faire les jeunes en fait. L'intérêt de cette journée était de pouvoir mettre en dialogue les jeunes, les élus et les acteurs du territoire autour de plusieurs thématiques. Par contre, pour compléter vos questions et vos remarques concernant l'accès aux droits, notamment spécifiques à la question de la jeunesse et les démarches qui peuvent être nécessaires aussi à appréhender avec les jeunes pour qu'ils puissent accéder à leurs droits, nous avons dans le cadre du baromètre organisé notre questionnaire avec des questions vraiment centrées sur les jeunes. Sur leurs connaissances liées à leurs droits, sur leurs connaissances
aux dispositifs présents sur le territoire, sur la façon dont ils pouvaient faire leurs demandes. On a d'ailleurs une petite vidéo dans laquelle les jeunes s'expriment aussi sur comment ils se renseignent, où est-ce qu'ils vont chercher l'information concernant leurs droits. Et on travaille avec un acteur du territoire qui est la Maison de l'Emploi et des Métiers dans le cadre d'une action spécifique, action autour de la santé des jeunes et des droits en matière de santé pour les jeunes dans le cadre du projet Territoire Zéro Non-Recours. Et donc, on a vraiment ce focus d'accompagnement des jeunes autour de ces questions en partenariat avec la Maison de l'Emploi et des Métiers. Monsieur Thiard, vous faisiez tout à l'heure référence à plusieurs travaux qu'on pourrait vous joindre à l'issue de cette table ronde. On pourra vous remettre du coup les résultats du baromètre qui sont spécifiques aussi à la jeunesse dans le livrable complet du baromètre si vous le souhaitez. Merci madame. Je passe la parole. Pour faire passer la parole. Simplement qu'on va également, on peut vous donner comme livrable. Et donc, au niveau de la journée jeunesse du 16 mai, compte rendu de l'atelier où ils ont travaillé sur le projet de territoire. Donc, on pourra vous le joindre. D'accord, merci monsieur. Je passe la parole à Béatrice Gosselin. Oui, merci monsieur. Vous avez parlé des maisons France Service, et si j'ai bien compris, il y a une structure labellisée et puis 4 structures communales. Et vous faisiez la différence entre ces besoins nécessaires de ces maisons France Service pour l'accès aux droits à différentes caisses, mais aussi le besoin nécessaire, indispensable d'avoir des relations avec ses propres caisses et ou avec les communes. Alors j'entends bien, parfois dans nos territoires, la ruralité, nous n'avons plus l'accès à la CAF ou à la MSA de façon directe, ou en tout cas, on n'a pas ces accès, et les maisons France Service nous font ce relais, enfin, dans nos territoires ruraux, c'est un peu ce qui se passe. Mais ma question était celle-ci. Depuis quand est-ce que ces maisons France Service sont installées, et est-ce que vous avez trouvé une amélioration pour le public de l'accès à ces différents services, justement, depuis cette installation? Merci. Oui, alors, donc je vais vous répondre globalement, effectivement, sur dans le cadre du baromètre, on a bien constaté que on a un comité de pilotage avec donc Maison France Service à l'échelle de la communauté urbaine, et on constate des améliorations très nettes et effectivement une satisfaction globale, effectivement, du public qui fréquente, si vous voulez, les maisons France Service. Et je suis les propos donc, qui viennent d'être tenus. En fait, tout dernièrement, donc, au niveau dans ma commune, donc on a une permanence, si vous voulez, Maison France Service, et on se rend compte que aujourd'hui, la quasi-totalité des interrogations des personnes qui viennent voir donc la permanence France Service, ça concerne des problèmes, parce que maintenant les préfectures, en ce moment des problèmes de carte grise, dans des situations relativement complexes d'ailleurs, où il y a des décès, des choses comme ça. Ça concerne effectivement des questions de retraite, d'accès à droite. Ça concerne aussi les CAF. Et donc également tout dernièrement, il y avait aussi des questions, évidemment c'était la période, des questions liées aux déclarations au niveau des impôts, si vous voulez. Donc si vous voulez, on est quand même là encore dans les maisons France Service. L'intérêt, c'est qu'elles permettent aux personnes qui sont venues d'être rassurées, d'avoir même la possibilité de régler un problème, et parfois même, effectivement, ça arrive, où la personne qui est chargée donc, de recevoir l'usager débrouille parce que l'usager n'arrive pas à accéder à tel ou tel service, etc. Donc, vous avez si vous avez posé la question aussi au niveau c'est en 2021 que l'on a commencé au niveau de cette organisation un peu mutualisée, si vous voulez, des maisons France Service. Et vous voyez, il y a encore, je vous ai parlé d'ailleurs dans mon propos liminaire de ces questions de, comment dirais-je, d'information et de diffusion de l'information.
on est en train d'essayer de monter la promotion, si vous voulez, des maisons France Service qui gagnent à être connues. Mais encore, comme je vous l'ai précisé, elles ne sont pas là pour vraiment se substituer à ce que aux organismes dont c'est la charge, hein, que ce soit les CAF, que ce soit la MSA, que ce soit les CEPAM, etc., ou les CARSAT, bien entendu. Pour compléter, c'est M. Sulkowski, hein, les propos de M. Thiard. Effectivement, quand on interroge aujourd'hui les communes et les communes rurales, les maisons France Service telles qu'elles sont déployées sur le territoire sont un acteur qui sont bien identifiés, notamment par les secrétaires de mairie qui disent, quand on reçoit un usager qui a des questions administratives, hop, tout de suite, on oriente vers les maisons France Service. Donc, à la fois vis-à-vis des acteurs du territoire et notamment des communes et des communes qui sont plus rurales, avec parfois un secrétaire de mairie ou un élu secrétaire de mairie qui travaille à temps partiel ou un élu qui reçoit les habitants, le réseau France Service, effectivement, est bien repéré et fait ce travail-là, effectivement, de premier renseignement et d'orientation. Et c'est ce qui transparaît aussi sur le baromètre du non-recours. Les maisons France Service sont bien identifiées aussi par les usagers comme une porte d'entrée qui permet d'avoir des réponses. Merci. Je vous rejoins pour France Service. C'est identifié par l'usager, peut-être pas par le citoyen. La première porte d'entrée du citoyen, ça devrait rester la mairie quand même, notamment dans les communes rurales. Donc on fait la distinction entre l'usager et le citoyen dans l'accès au droit, puisque notre mission, c'est faciliter l'accès au droit. Moi, j'avais une question concernant le non-recours, parce que je vois que c'est très ciblé, puisque c'est un appel à manifestation auquel vous avez répondu de la CNSA, qui concerne la prévention de la perte d'autonomie. Et j'ai du mal à comprendre l'objet du non-recours par rapport à la perte d'autonomie, à la prévention de la perte d'autonomie. Mais je vois Madame Marion Tagnou à côté de nous qui souhaite prendre la parole. Ouais, donc je vais lui laisser la parole. Oui. Oui, l'exemple qui était cité, c'était l'exemple du territoire de Rennes, qui effectivement a répondu à un appel à projet lancé par la CNSA, qui vise à proposer des consortiums d'acteurs dans des quartiers ciblés pour prévenir la perte d'autonomie en quartier prioritaire de la politique de la ville. Et ce type de démarche, en fait, amène à aller identifier les personnes qui ont besoin d'avoir un soutien, besoin d'accéder à leurs droits. Donc quand on travaille la prévention de la perte d'autonomie et plus globalement les enjeux de lutte contre l'isolement, on peut avoir ce type d'actions qui ont été développées. Et par exemple, Rennes a fait le choix, dans le cadre de ce travail, d'avoir toute une approche sur la donnée. C'était une approche historique qu'ils avaient déjà depuis plusieurs années, d'essayer de déterminer comment on repère les personnes qui ont besoin d'accéder à leurs droits. Et au même titre que d'autres partenaires et d'autres territoires, ont travaillé aussi sur le déploiement. Là, par exemple, dans le cadre de Territoire zéro non-recours Ville de Paris, le déploiement d'entretiens menés par les bailleurs sociaux qui vont aller repérer les personnes potentiellement en fragilité ou en non-recours, notamment sur le fait d'avoir des critères d'âge, donc voilà, des personnes âgées, peut-être en situation d'isolement, pour proposer de l'aller vers, c'est-à-dire de proposer d'aller directement vers ces personnes pour s'assurer que l'accès au droit est effectif. Donc c'est aussi une démarche là à Paris, qui est également engagée dans le cadre de Territoire zéro non-recours. Donc on a bien les articulations, parfois directes, parce qu'on traite la question de l'isolement des personnes âgées dans Territoire zéro non-recours, parfois de proximité d'action proposée. C'est un autre dispositif, mais l'action est assez proche de Territoire zéro non-recours. Et Rennes, par ailleurs, de mémoire, est aussi engagée sur Territoire zéro non-recours. Je vous remercie. Oui, parce que j'ai noté aussi que vous avez pris des exemples de communes. Je pense à Toulouse, notamment par rapport au handicap, au droit au handicap. Je suis présidente du groupe d'études handicap et j'ai auditionné la commune de Toulouse il y a à peine 2 mois, qui est très en avance aussi et qui a créé, au-delà des maisons France Service et autres, un guichet unique. Et on parlait tout à l'heure d'humanisation, on va dire, d'avoir toujours quelqu'un en face de soi. Et ils ont créé une structure qui permet aux personnes qui ont des problèmes de mobilité, quels qu'ils soient, d'accéder tout de suite à une personne qui va l'orienter vers tous les services et l'aider dans ses dossiers. Donc on voit que les communes essayent. Et je dirais, il y a les communes dans France urbaine, mais on sait aussi sur nos territoires que les communes sont très avant-gardistes, enfin cherchent aussi des solutions.
On parlait tout à l'heure du numérique, du développement du numérique, d'aller vers. C'est vrai que dans nos communes rurales, c'est des choses aussi qui se font. Et toujours, je pense, avec le souci de rompre l'isolement. C'est vraiment ce qui ressort. Et tout à l'heure, monsieur, vous avez parlé d'électronisme concernant les personnes âgées. Pour avoir participé à une mission sur l'électronisme, on se rend compte, parce que vous avez aussi parlé des jeunes, que l'électronisme touche aussi nos jeunes qui savent aller sur les téléphones, les réseaux et tout, mais pas forcément aller chercher un service, un document à remplir, etc. Donc on voit que je crois qu'il y a 14% en France de personnes, oui c'est ça, 14 millions de personnes qui sont touchées par l'électronisme. Et ça, c'est un véritable enjeu, parce qu'on peut aussi s'interroger sur la nécessité des maisons France Service qui se développent, qui apportent de plus en plus de services. C'est très bien, mais c'est peut-être aussi parce que notre société se complexifie, parce que vous avez parlé de cas complexes des personnes que l'on rencontre, ce qui est un fait, mais on a aussi une complexification de l'approche administrative. Tout à fait. Vous souhaitez ajouter quelque chose? Bien, je me tourne vers les collaborateurs et collaboratrices. Il n'y a pas de point particulier. Moi, je crois que ce qui est important, si vous voulez, c'est qu'on a bien compris que nous, on travaille au niveau de la communauté urbaine, donc pour l'avenir, bien entendu, mais également dans le présent. Et surtout, on va veiller à ce que notre mission, c'est de faciliter les choses, d'être assembleur, hein, et de faire en sorte que toutes les institutions puissent se parler. Et se parler déjà et se comprendre, et faire en sorte que l'usager de base, le citoyen, donc puisse avoir des réponses, et des réponses non pas à devoir s'adresser à de multifactoriel entre guillemets, hein, et c'est un peu malheureusement ce qu'on trouve aujourd'hui, hein, et donc il faut vraiment qu'on réussisse à faire en sorte que au niveau du service, des mairies, des CCAS, des centres sociaux, et également en démultipliant donc l'accès par les maisons France Service, on fait en sorte que l'usager s'y retrouve. Et vous savez, un usager dans un territoire qui a une réponse et la bonne réponse, mais c'est un usager heureux. C'est vrai. Donc des élus satisfaits aussi d'avoir apporté la réponse. Voilà. Vous voulez intervenir? Bon. Peut-être un petit mot, c'est des choses aussi qu'on vous a adressées, mais comme on vous l'a indiqué, on mettra les éléments à jour pour joindre aussi la note qui a été élaborée par la communauté urbaine d'Arras. Mais on a eu à cœur en fait de vous donner à voir une approche assez générale du service public, y compris des services aujourd'hui qui sont peut-être trop peu évoqués alors qu'ils ont un rôle majeur. C'est pour ça qu'on a souhaité aussi évoquer la question de la médecine scolaire, parce que c'est un élément en fait où c'est de l'aller vers, en fait, c'est un service universel, un moment où les services de santé vont pouvoir aller à la rencontre de toutes les familles d'un territoire à des âges clés. Et typiquement, ce type de service public qui n'est pas forcément vu toujours comme des éléments spontanés qu'on va aborder dans un travail sur l'accès aux droits, dans un travail sur l'accessibilité du service public, sont pourtant des services de premier niveau qui sont très performants quand on les soutient au niveau local. Et donc, c'est des sujets sur lesquels on est très mobilisé aujourd'hui de pouvoir consolider cette médecine scolaire, et notamment la médecine scolaire déléguée au niveau de certaines villes. Oui, je voudrais ajouter, est-ce que vous m'entendez? Je voudrais ajouter le fait qu'on va mettre, et donc Marion a bien fait d'évoquer la question, parce que bon, il y a le temps limité, mais il y a 9 propositions de France urbaine en matière d'accès aux services publics que donc Marion, on pourra joindre à cette audition au titre de France urbaine. Hein, donc vous voyez, c'est assez riche, complet, et nous on marche tous dans le même sens, et je pense que c'est comme ça qu'on va réussir à avancer, et notamment faire en sorte que quelque part, donc dans l'avenir, le citoyen se sentira bien chez soi et ailleurs. Eh bien, merci pour cette conclusion. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Merci.